Le soleil, ce jour-là, ne se leva pas tant qu'il ne se matérialisa pas, comme un invité qui arrive sans frapper, sans s'annoncer et fatigué. Il déversa une lumière pâle et épuisée sur la terre rouge et poussiéreuse du haut désert texan, juste à l'extérieur des étendues solitaires de Terlinga. Aucun oiseau ne chantait dans les buissons secs, aucun chien n'aboyait au loin. Il n'y avait que le silence, ce silence lourd et suffocant qui n'est pas la paix, mais une absence profonde. C'était le genre de calme qui pesait sur les épaules de quiconque était resté seul trop longtemps. La maison se dressait au sommet d'une petite colline décolorée par le soleil, presque cachée entre les hautes herbes jaunes et sèches et deux vieux pacaniers noueux qui ne donnaient plus de bons fruits. C'était une humble construction en bois vieilli et en briques séchées au soleil. Ses murs étaient tachés par les fantômes d'anciennes humidités. Une tuile d'argile fissurée au coin du toit laissait entrer la pluie lorsque les orages arrivaient. Et pendant ces longues journées de sécheresse, elle ne laissait passer que le vent brûlant du désert. La clôture en bois qui entourait la cour penchait selon des angles impossibles, certains poteaux s'enfonçant dans la terre comme des hommes qui avaient fini par renoncer à se tenir droit. Le portail était maintenu fermé par un simple fil de fer enroulé autour d'un clou rouillé, simple comme tout le reste dans cet endroit désolé. À l'intérieur de la maison, Hazel était réveillée bien avant le soleil. Elle l'était toujours. Ce n'était pas l'insomnie qui gardait ses yeux ouverts. C'était un état de vigilance constante et silencieuse. Depuis des mois, son corps refusait le luxe d'un repos profond. Elle dormait d'un œil ouvert, comme si elle devait être prête pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Peut-être était-ce la naissance à venir. Peut-être était-ce la peur. Ou peut-être était-ce la solitude qui, dans son intensité, semblait parfois avoir ses propres pas résonnant à travers les trois pièces de la maison. Hazel avait 27 ans, mais elle portait la démarche fatiguée d'une femme 2 fois plus âgée. Elle se tenait devant l'évier en pierre et se lavait le visage avec l'eau froide qu'elle avait tirée dans un seau avant de se coucher. Son ventre était gros maintenant, 8 mois, peut-être un peu plus. Elle avait arrêté de compter les jours avec précision car compter ne faisait que rendre l'attente plus pesante, comme une peine. Elle portait une robe de lin délavée de la couleur du sable, effilochée aux manches, assez ample pour dissimuler la vie qui grandissait en elle. Ses pieds étaient nus sur le sol frais de la cuisine. Elle n'avait jamais aimé porter de chaussures à l'intérieur. Les mains encore mouillées, elle appuya ses doigts contre son ventre, un geste qu'elle répétait constamment sans s'en rendre compte. C'était la façon dont on vérifie qu'un objet précieux est toujours à sa place, une manière de sentir qu'elle n'était pas tout à fait seule au monde. « Bonjour », murmura-t-elle à la pièce vide, à son enfant. Le bébé répondit par un petit coup de pied paresseux, une réponse nonchalante à son salut. Hazel laissa échapper le plus petit des sourires, le genre de sourire qui apparaît quand on n'a pas vraiment envie de sourire, mais que le cœur refuse de demander la permission. La matinée suivit le même scénario que toutes les autres. Le feu dans le poêle à bois fut ranimé avec des brindilles et de la patience. La bouilloire commença son sifflement lent et rythmé. Et les haricots de la veille furent réchauffés dans une casserole en fonte qui avait appartenu à sa mère, et à sa grand-mère avant elle. Même la casserole portait une patine profonde et sombre qu'aucun récurage ne pouvait enlever. Hazel mangea debout, les yeux fixés sur la fenêtre. C'était sa façon d'affronter le monde, comme une sentinelle gardant une forteresse qui ne contenait rien de valeur. Dehors, il n'y avait rien d'autre que la vaste chaleur miroitante. Le chemin de terre qui passait devant la propriété était un long ruban poussiéreux qui disparaissait derrière un virage entre deux collines et ne réapparaissait pas pendant des jours. Parfois, le camion d'un rancher passait de l'autre côté de la vallée où un homme à cheval trottait au loin en fin d'après-midi, pressé par les ombres qui approchaient. Mais ces apparitions étaient rares et fugaces. Hazel les observait depuis la fenêtre ou la véranda sans bouger, sans faire signe, sans les inviter à entrer. Elle avait appris à la dure que les gens qui apparaissent ne restent pas toujours. L'homme qui avait promis de rester s'était éloigné en avril. Pas d'un seul coup, mais par lentes et douloureuses étapes, comme l'eau qui fuit d'une fissure qu'on fait semblant de ne pas voir. D'abord, ce furent les nuits passées ailleurs. Puis des semaines entières dans la ville la plus proche, jusqu'au jour où il ne revint tout simplement plus. Le silence qu'il laissa derrière lui était plus fort que toutes les disputes qu'ils avaient jamais eues. Elle n'avait pas pleuré devant quiconque car il n'y avait personne pour le voir. Elle avait pleuré seule, le dos contre la porte, les mains serrées sur le ventre qui commençait à peine à se voir. Puis elle avait essuyé son visage, s'était levée et était sortie nourrir les poules comme si rien n'avait changé. La vie dans l'ouest rural n'attend pas que le chagrin passe. Elle continue, avec ou sans vous. Ce matin-là,
Hazel se rendit au poulailler, répandit du maïs sur la terre durcie, puis compta les poules d'un regard exercé. 7. Toute présente. Elle retourna à l'intérieur chercher le seau. Il fallait aller chercher de l'eau à la source, 300 mètres plus bas dans la colline, nichée entre deux rochers moussus où un mince filet d'eau froide coulait toute l'année. C'était la corvée la plus difficile maintenant, avec son équilibre modifié et son souffle court. Elle descendit lentement, un pas prudent après l'autre, s'accrochant aux tiges des plantes résistantes du désert quand elle avait besoin de soutien. Elle remplit le seau et entama la montée, encore plus lentement. À mi-chemin, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Elle resta là, le seau tenu à deux bras, la poitrine se soulevant et s'abaissant, et regarda vers l'horizon. Le désert s'étendait à perte de vue, jaune, sec, immense. Le ciel était d'un blanc éclatant, le genre qui promettait de la chaleur plutôt que de la pluie. Un héron volait au-dessus, une ligne solitaire se dirigeant vers nulle part en particulier. Hazel le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis elle se tourna vers la maison. Ce ne fut qu'après le déjeuner, lorsque le soleil était au plus haut et que même les ombres des pacaniers se retiraient en elles-mêmes, que quelque chose de différent se produisit. Hazel était assise sur le banc en bois de la véranda, en train de repriser une chaussette avec une grosse aiguille et du fil épais, quand elle l'entendit. Ce n'était pas un bruit fort, mais il était lourd et rythmé, venant du virage du chemin. C'était un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines, non pas les pas d'un seul homme, mais une cadence mêlée, le bruit sourd et rythmé de sabots. Plus d'une paire. Hazel ne se leva pas immédiatement. Elle resta parfaitement immobile, l'aiguille suspendue en l'air, les yeux fixés sur la courbe du chemin de terre. Pourtant son cœur se mit à battre plus vite sans son consentement. C'était un instinct ancien, le réflexe de survie d'une femme vivant seule dans un endroit désolé et qui sait que l'inconnu apporte rarement de bonnes nouvelles. Elle posa son ouvrage et se leva lentement, s'appuyant sur le banc pour garder l'équilibre. Elle fit 2 pas jusqu'au bord de la véranda et resta là, les mains instinctivement jointes sur son ventre. Elles y revenaient toujours, agissant comme un bouclier, un réconfort, un centre de gravité. Puis il apparut au virage. D'abord vinrent les vaches, 2 côte à côte, beige et blanc, menées par de grosses cordes autour du cou. Elles marchaient de cette allure de celles qui ont parcouru une grande distance et ne ressentent plus le besoin de se presser. C'était ce pas doux et lourd que la terre connaît bien. Derrière elle suivait un simple chariot en bois, dont le bois sombre gémissait légèrement à chaque rotation de ses hauts trous. Dans le chariot se trouvaient plusieurs ballots attachés, une bâche pliée, une houe, une machette fixée sur le côté avec de la ficelle, et l'homme qui tenait les rênes. Hazel le vit et ne bougea pas. Il était grand, large d'épaules, portant une chemise de lin usée retroussée jusqu'au coude. Sa peau était tannée profondément par le soleil, ce teint cuirassé qui ne vient qu'après des années passées en plein champ. Ses cheveux étaient courts et sombres, avec un fil argenté aux tempes, et il portait une barbe fournie qui n'était pas un signe de négligence, mais simplement lui. Il marchait d'un pas lent et ferme, comme quelqu'un qui comprend le poids de son propre corps et n'a plus rien à prouver au monde. Il regardait droit devant lui sur le chemin, avec l'expression fermée d'un homme qui avait porté trop lourd trop longtemps. Il ne l'avait pas encore vu, mais l'une des vaches oui. La vache la plus proche de la clôture tourna la tête vers la véranda et regarda Hazel de ses grands yeux sombres et liquides qui possèdent un calme que seuls les animaux peuvent maîtriser. Ce fut ce regard, le regard de la vache, qui fit que l'homme suivit la direction de l'animal. Il regarda par-dessus la clôture de guingois et trouva une femme enceinte debout sur la véranda d'une maison de boue et de bois, qui l'observait dans un silence total. Ils se regardèrent. Aucun ne parla. Pendant un moment qui sembla bien plus long qu'il ne l'était vraiment, le chemin poussiéreux parut suspendu entre eux. L'homme avec ses vaches, son chariot et son silence, la femme avec son ventre, sa peur et son refus de montrer la moindre faiblesse. Ce fut lui qui finit par détourner le regard. Il regarda le chemin devant lui, puis la clôture, puis la maison, comme s'il mesurait quelque chose. Non, comme s'il confirmait une décision prise bien avant de s'arrêter. Il tira sur les rênes. Les vaches s'arrêtèrent aussitôt, obéissantes et sans se plaindre. L'homme attacha les cordes à une branche sèche de l'un des pacaniers au bord du chemin, avec soin, faisant le nœud correctement, sans se presser. Puis il marcha jusqu'au portail en fil de fer. Il s'arrêta à l'extérieur. Il n'essaya pas de l'ouvrir. Il resta simplement là. « Bon après-midi », dit-il. Sa voix était basse et rocailleuse, le genre de voix qui semblait avoir avalé beaucoup de poussière sur les kilomètres.
Hazel ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'installer entre eux un peu plus longtemps, ayant besoin d'en sentir le poids avant de décider quoi faire. Bon après-midi, répondit-elle enfin, d'un ton sec et neutre, n'offrant ni chaleur ni froideur. Il retira un chapeau de paille qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il l'avait gardé baissé et le tenait maintenant à son côté, dans un vieux geste de respect qui avait presque disparu du monde. « J'ai besoin d'eau pour les animaux, dit-il. Nous sommes sur la route depuis longtemps. » Hazel regarda les vaches, puis l'homme, puis de nouveau les vaches. Ce fut lors de ce second regard qu'elle remarqua ce qu'elle avait manqué. L'une des vaches était fortement pleine. Son ventre était rond, bas et lourd, la forme qui indiquait que le temps pressait. Elle se déplaçait avec cette grâce prudente propre aux femelles portant la vie, sentant le poids à chaque pas. Il y avait dans ses yeux une autre sorte de calme, quelque chose de plus profond et plus intime que la placidité bovine habituelle. Hazel sentit quelque chose se serrer en elle. Elle ne put le nommer, alors elle n'essaya pas. Il y a une source en bas de la colline, dit-elle en hochant la tête vers la gauche de la clôture. Vous pouvez les y emmener. L'homme fit un bref signe de tête respectueux. Merci, dit-il. Il n'y avait rien d'autre à dire, alors il ne dit rien. Elle le regarda de loin tandis qu'il conduisait les vaches en bas de la colline, suivant le même sentier qu'elle avait emprunté ce matin-là. Il avançait avec précaution, tenant les cordes avec suffisamment de mou pour que les animaux puissent choisir leur propre appui sans être tirés. Quand la vache pleine trébucha sur une pierre lâche, il s'arrêta immédiatement et attendit qu'elle retrouve son équilibre. Alors seulement il continua, sans aucun signe d'impatience ou d'irritation. Hazel resta sur la véranda, les bras croisés sur son ventre, à observer. Une partie d'elle voulait rentrer, verrouiller la porte et mettre le monde de côté. Elle connaissait bien cette partie d'elle-même, et c'était celle qui avait appris qu'un étranger à la porte apporte rarement quelque chose de bon, qu'un homme apparaissant sans prévenir veut toujours quelque chose, et que le monde extérieur était trop vaste et trop dangereux pour le laisser entrer sans précaution. Mais il y avait une autre partie, plus petite, plus silencieuse, qui restait clouée sur la véranda, regardant cet homme descendre la colline avec ses vaches. Elle sentit, pendant une seconde fugitive et inexplicable, que son silence était d'un autre genre que celui auquel elle était habituée. Ce n'était pas le silence de l'absence. C'était le silence de quelqu'un qui n'avait tout simplement pas besoin de mots pour exister. Elle ne savait pas quoi en penser, alors elle se contenta de regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les buissons. Quand il revint, le soleil commençait sa lente descente. Les vaches le suivaient, l'air satisfaite, le museau encore humide. Il les ramena au bord du chemin, les détacha de nouveau et revint vers le portail. Cette fois, Hazel se tenait près de la clôture. Ils étaient séparés par le bois vieilli et le fil de fer. L'homme ne détourna pas le regard. Ce n'était pas un défi. C'était une autre sorte de respect, celle qui regarde droit parce qu'elle n'a rien à cacher. « Je m'appelle Matthew, dit-il. »« Hazel, répondit-elle. Le silence retomba. Il regarda la maison, la tuile cassée du toit, la clôture de guingois, la branche de pacanier tombée qui traversait la cour. Il regarda tout cela avec un regard qui n'était pas jugeant, mais observateur. C'était le regard d'un homme qui comprend ce dont une maison a besoin rien qu'en la regardant. « Je sais travailler, dit-il enfin. Je connais la terre. Je connais les clôtures. Je connais le bétail. Je sais réparer ce qui est cassé et prendre soin de ce qui vit. » Il marqua une pause, choisissant ses prochains mots avec soin. « Je n'ai nulle part où aller pour le moment. Si vous me donnez un endroit pour installer ma bâche et garder mes vaches, je travaillerai en échange. Je ne demanderai rien d'autre. » Hazel le regarda longtemps. Il ne la pressa pas, n'ajouta pas de mots, n'essaya pas de la convaincre. Il laissa son offre flotter dans l'air et attendit avec la patience d'un homme habitué au long rythme de la terre. Elle regarda la vache pleine, qui s'était couchée à l'ombre du pacanier, cherchant le repos pour son ventre lourd. Puis Hazel regarda son propre ventre. Elle regarda le toit abîmé qui laissait entrer le vent. Il y avait une fissure dans le mur de la cuisine qu'elle avait recouverte d'un chiffon. Il y avait un tuyau au fond de la cour qui s'était détaché et gaspillait de l'eau précieuse chaque matin. Il y avait un tas de bois qui diminuait plus vite qu'elle ne pouvait le reconstituer. Par-dessus tout, il y avait un enfant qui arrivait, et elle était seule sur une colline sans nom, à des kilomètres du village le plus proche, avec des mains fortes mais un corps fatigué, et un cœur plein d'une peur qu'elle n'admettrait jamais devant personne.
La grange est vide, dit-elle enfin, d'une voix ferme. Vous pouvez y installer votre bâche. Les vaches peuvent rester dans le paddock du fond. Elle marqua une pause. Mais c'est du vrai travail, et je n'ai pas besoin de conversation. J'ai besoin d'une paire de mains. Mathieu hocha la tête, ce même bref mouvement qu'auparavant. Ça me va, dit-il. Il n'y avait rien de plus à dire. Hazel ouvrit le portail en fil de fer, tourna le clou et repoussa le vieux bois. Il grinça sur ses gonds rouillés. Elle s'écarta pour le laisser passer avec ses vaches. Il entra, les vaches suivirent, le chariot roula derrière elle. Quand le portail se referma avec ce grincement familier, Hazel resta un instant le dos tourné vers eux tous, respirant profondément, regardant le chemin vide d'où l'homme était venu. Le chemin ne disait rien. Le vent passa, chaud et silencieux, sentant la terre sèche et l'herbe. Au fond de la cour, la vache pleine se leva lentement, secoua la tête et regarda vers l'horizon de ses yeux sombres et profonds qui semblaient contenir toute la patience du monde. Hazel tourna le dos au chemin et rentra. La nuit arrivait, et pour la première fois depuis de nombreux mois, elle n'était pas seule pour l'affronter. La première nuit fut étrange, pas forcément en mal, mais d'une manière nouvelle. Et pour Hazel, nouveau avait longtemps été synonyme de dangereux. Elle était allongée dans le lit double qui était désormais le sien seul, la couverture remontée jusqu'au menton malgré la chaleur persistante, les yeux fixés sur le plafond en bois sombre. Une araignée tissait sa toile dans le coin, avançant avec la patience minutieuse des petites créatures. Le toit grinçait quand le vent le frôlait. Il avait toujours grincé, mais cette nuit-là elle l'entendait différemment. Elle écoutait le bruit, puis attendait ce qui venait après, essayant de distinguer si un autre son s'y mêlait, un pas, un mouvement, quelque chose venant de la grange. Il n'y avait rien, seulement le vent, l'araignée, et l'enfant qui bougeait en elle de temps en temps, comme si le bébé aussi s'adaptait à l'idée que quelque chose avait changé. Hazel ne dormit pas bien, mais elle dormit, et dans ces circonstances, c'était déjà quelque chose. Quand l'aube se leva, elle alla à la fenêtre de la cuisine avant d'allumer le feu. Elle regarda la cour. Le paddock du fond était fermé comme elle l'avait demandé, et les deux vaches étaient à l'intérieur. L'une broutait l'herbe rare, l'autre, la plaine, était couchée sur le flanc. Son ventre rond pressé contre la terre comme si la terre était un lit familier. De la grange, aucun signe de mouvement. Elle alluma le feu, mit la bouilloire et cassa 2 œufs dans une poêle en fonte. Elle regarda les blancs devenir opaques tandis que la lumière du jour grandissait dehors, lentement, comme toujours. Cette lumière matinale dans le désert texan avait la couleur du vieux miel. Elle ne donnait pas encore de chaleur, mais promettait qu'elle viendrait. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'une houe frappant la terre. Elle s'arrêta, penchant légèrement la tête, ne voulant pas croire ce qu'elle entendait. Mais le bruit revint, régulier, rythmé, avec la cadence précise de quelqu'un qui sait se servir de l'outil. Quelqu'un qui ne frappe pas simplement le sol, mais qui converse avec lui. Hazel baissa la flamme au minimum et alla à la porte de derrière. Mathieu était dans la cour. Il s'était réveillé avant elle, bien plus tôt à en juger par son travail. Il avait déjà dégagé la branche tombée qui traînait dans la cour depuis le dernier grand vent. Il avait rassemblé les pierres lâches du chemin en un tas ordonné dans le coin, et creusait maintenant autour de la base d'un buisson de mesquite qui avait poussé trop près des fondations, en déracinant les racines pour qu'elles ne fendent pas la brique. Il travaillait en chemise malgré la chaleur montante, et le mouvement de la houe était celui d'un homme qui n'avait pas à réfléchir à ce qu'il faisait. Le corps savait. La mémoire musculaire le guidait. Il ne l'avait pas vu. Hazel resta dans l'encadrement de la porte pendant un temps qu'elle ne mesura pas, se contentant d'observer. C'était ce qu'elle faisait, observer avant de parler, avant d'agir, avant quoi que ce soit. C'était sa façon de comprendre le monde, de lire les gens sans avoir à poser de questions. Ce qu'elle lut chez cet homme à cet instant était simple, pourtant difficile à nommer. Il n'essayait d'impressionner personne, il travaillait, tout simplement. Quand Mathieu finit par lever les yeux et la vit, il ne sursauta pas. Il arrêta la houe, posa ses bras sur le manche et la regarda avec cette même expression fermée. Ni hostile, ni amical, simplement présent. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondit-elle. « Le café est prêt. » Une pause. « J'arrive dans 1 minute. »« Merci. » Il retourna à sa houe. Hazel le regarda encore une seconde, puis rentra, se servit du café et mangea ses œufs debout, regardant par la fenêtre son dos tandis qu'il travaillait.
Il y avait quelque chose de dérangeant là-dedans. Pas dérangeant comme la peur, mais dérangeant comme l'étrangeté. Celle que l'on ressent quand quelque chose qui manquait apparaît soudainement et qu'on ne sait pas comment gérer sa présence. Elle lava son assiette, rangea la poêle et alla vérifier les poules. Quand elle revint, il y avait une tasse retournée sur l'évier. Il était entré, avait pris son café, lavé la tasse et était reparti sans faire de bruit, ne laissant rien hors de place. Hazel fixa la tasse plus longtemps que nécessaire. Les jours qui suivirent prirent une structure qui s'installa d'elle-même, sans aucun accord formel. C'était comme si tous deux étaient arrivés indépendamment à la même conclusion. Que les mots gaspillaient l'énergie que la terre exigeait, et que le silence partagé était plus honnête que la conversation forcée. Matthew se levait très tôt. Quand Hazel arrivait dans la cuisine, il avait déjà bu son eau, vérifié les vaches et était quelque part sur la propriété en train de faire ce qui devait être fait. Il ne demandait pas ce qu'il fallait faire. Il regardait, il comprenait et il le faisait. Le deuxième jour, il répara le tuyau qui fuyait au fond de la cour. Il utilisa un morceau de caoutchouc de son chariot et du fil de fer épais, et la connexion fut aussi étanche que neuve. Hazel ne le découvrit que lorsqu'elle alla chercher de l'eau et que le robinet répondit sans arroser sur le côté. Le troisième jour, ce fut le toit. Il grimpa à la vieille échelle qui était appuyée contre le côté de la maison, une échelle qu'Hazel avait regardée de nombreuses fois ces derniers mois en pensant qu'elle devrait y monter, mais en sachant qu'elle ne pouvait pas. D'en haut, il cria, « Y a-t-il une tuile de rechange dans le hangar de gauche ?» Elle répondit d'en bas, sans lever les yeux de la lessive qu'elle frottait. Il redescendit, alla au hangar, revint avec une tuile sous le bras et remonta. Le bruit de la tuile glissée à sa place fut l'un des sons les plus satisfaisants qu'elle ait entendus depuis des mois. Non pas parce que c'était un beau son, mais parce que c'était le son de quelque chose que l'on remettait en ordre. Elle avait passé trop de temps à écouter les choses se défaire. Le quatrième jour, la clôture eut 3 nouveaux poteaux. Il avait coupé du cèdre à l'arrière de la propriété, l'avait taillé avec sa machette et l'avait enfoncé dans la terre avec une masse qu'elle ne savait même pas qu'il avait dans son chariot. Il travailla toute la journée, ne s'arrêtant qu'à midi pour boire de l'eau et manger les restes qu'elle avait laissés couverts d'un torchon sur la table. Hazel le regarda manger par la fenêtre, rapidement, sans cérémonie, debout, comme un homme qui mange pour continuer plutôt que pour se reposer. Elle ne savait pas quoi penser de lui, et cela la troublait. Hazel savait bien lire les gens. Elle avait développé ce talent tôt, élevé dans une famille où ce qui n'était pas dit était toujours plus important que ce qu'il était. Elle lisait les gestes, les poses, les regards. Elle savait quand quelqu'un cachait quelque chose. Elle savait quand quelqu'un faisait semblant. Avec Matthew, elle ne pouvait rien lire au-delà de l'évident. Et l'évident était simplement cela, un homme qui travaillait, qui respectait son espace, qui ne demandait rien au-delà de ce qui avait été convenu, qui dormait dans la grange sans se plaindre, qui buvait le café qu'elle laissait sur la table sans commenter s'il était bon ou mauvais. Il la regardait quand elle parlait et détournait les yeux quand elle ne voulait pas être vue. Il n'y avait ni malice, ni intérêt caché, ni ces petits gestes que font les hommes quand ils veulent quelque chose mais font semblant du contraire. Cela, paradoxalement, était ce qui la gardait le plus sur ses gardes. Elle avait appris à se méfier des hommes qui voulaient quelque chose, mais elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui, apparemment, ne voulait rien. Tout le monde veut quelque chose. Pensait-elle en se tournant sur son matelas la nuit, son ventre lourd et le sommeil fuyant. Tout le monde veut toujours quelque chose. Ce fut le 5e jour qu'elle posa enfin la question. Il réparait le gond rouillé du portail, le même gond qui grinçait chaque fois qu'on l'ouvrait, un bruit qu'elle avait appris à ignorer mais qu'elle n'avait jamais cessé d'entendre. Elle s'approcha avec un chiffon dans les mains, ayant nettoyé les fenêtres, et s'arrêta à quelques mètres, observant. « D'où venez-vous » demanda-t-elle directement, sans préambule. Il n'arrêta pas immédiatement son travail. Il termina le geste qu'il faisait, testa le gond avec son doigt, puis se leva et la regarda. « Du sud d'ici » répondit-il, « la région de Big Bend. »« Et que s'est-il passé là-bas » Une pause, non d'hésitation, mais de sélection. La terre a été vendue. Le nouveau propriétaire n'avait besoin de personne. Hazel hocha lentement la tête. Elle connaissait cette histoire, pas la sienne, mais elle la connaissait. C'était l'histoire de la moitié des gens vivant dans l'intérieur. La terre qui avait nourri le père et le grand-père disparaissait soudain d'un trait de plume, laissant les gens derrière comme des objets qui ne correspondaient plus au nouveau dessin. « Et votre famille » demanda-t-elle. Il prit plus de temps cette fois.
Je n'en ai pas, dit-il simplement. Il n'y avait aucun drame dans sa voix, aucune demande de pitié. C'était juste une phrase prononcée sur le même ton que quelqu'un qui parle du temps, un fait établi, quelque chose déjà digéré et intégré à son paysage intérieur, une pierre qui ne coupait plus parce que le temps en avait poli les arêtes. Hazel ne dit pas qu'elle était désolée. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête à nouveau et retourna aux fenêtres. Il retourna au gonds. Quand Matthew eut terminé, le portail s'ouvrit sans un bruit. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise sur la véranda en train d'éplucher des pommes de terre, la vache pleine commença à se comporter différemment. Elle était agitée, se levait, se recouchait, puis se relevait, agitant la queue avec plus de force que d'habitude. Matthew était dans le paddock du fond et Hazel l'entendit arrêter ce qu'il faisait. Il s'agenouilla à côté de l'animal, passant la main le long de son flanc avec un calme que l'animal semblait reconnaître car elle cessa de bouger un instant. Hazel descendit les marches de la véranda et s'approcha du paddock. « Est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-elle en posant les mains sur la barrière en bois. Matthew resta agenouillé, la main toujours sur le flanc de la vache, observant l'animal avec une attention concentrée. C'était l'attention d'un homme qui comprend ce que ressent une créature sans avoir besoin de mots. « Elle est proche, dit-il. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça arrive. » Hazel regarda le ventre de la vache, gros, rond, bas, palpitant légèrement. Elle posa la main sur son propre ventre presque sans s'en rendre compte. Matthew suivit le geste des yeux. Il ne dit rien, mais pendant une fraction de seconde, il y eut quelque chose sur son visage qui n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. Il voyait en elle quelque chose qu'il comprenait sans avoir à demander. Il détourna le regard avant qu'elle puisse pleinement le saisir. « Je garderai un œil sur elle, » dit-il en se levant. « D'accord, » répondit Hazel, et elle retourna à la véranda, aux pommes de terre, à son silence. Mais pendant qu'elle épluchait, elle continua de regarder vers le paddock où Matthew était retourné travailler et où la vache s'était recouchée, plus calme maintenant, comme si sa présence faisait une différence. Comme si la présence suffisait parfois. Hazel éplucha la dernière pomme de terre et ne sut pas si ce qu'elle ressentait était du soulagement ou la peur de ressentir du soulagement. Les deux, peut-être, mêlés comme la terre et l'eau quand il pleut dans le désert, impossible à séparer. Le soleil se couchait derrière les collines. Les poules rentraient d'elles-mêmes au poulailler. La fumée du poêle qu'elle avait laissé allumer montait en ligne droite dans l'air immobile. Et dans le paddock du fond, un homme qu'elle ne connaissait pas encore vraiment s'occupait d'une vache sur le point de mettre bas, tandis qu'elle-même portait en elle le même poids, le même mystère ancien de toute vie sur le point d'entrer dans le monde. Et l'horizon vira à l'orange, puis au violet, puis à l'obscur. Et tous deux, sans un mot, allèrent chacun de leur côté. Elle vers son lit, lui vers la grange, portant chacun à sa manière tout ce qui n'avait pas encore été dit. Il plut la 10e nuit. Ce n'était pas une pluie annoncée. Le ciel avait été lourd et blanc toute la journée, ce blanc épais qui pouvait signifier la chaleur ou l'eau. Hazel l'avait regardé plusieurs fois, essayant de lire ce qui y était écrit, mais elle n'y arrivait pas. Le désert garde parfois ses secrets jusqu'au dernier moment et puis lâche tout d'un coup sans prévenir. La pluie commença après minuit. Elle débuta lentement par ce doux bruissement dans les feuilles des pacaniers qui est presque indistinguishable du vent. Puis elle s'amplifia, devenant une averse lourde et froide accompagnée de tonnerres lointains roulant à l'horizon comme des pierres dans un tonneau. Les éclairs illuminaient la chambre d'Hazel pendant des fractions de secondes, révélant le plafond, le mur, la couverture, le gros ventre sous le tissu. Elle était réveillée avant l'arrivée de la pluie. Elle s'était réveillée avec une douleur. Ce n'était pas le travail. Elle le savait, ou du moins l'espérait. Elle espérait que son corps lui donnerait un signal clair quand le moment viendrait. C'était une autre douleur, basse, sourde, qui allait et venait. Elle ne pouvait pas dire si c'était le bébé, la position dans laquelle elle avait dormi ou l'épuisement accumulé. Elle resta allongée à écouter la pluie et à essayer de respirer. Elle posa la main sur son ventre. Le bébé était calme. Cela la calma un peu. Quand il bougeait, elle savait qu'il allait bien. Quand il restait trop longtemps silencieux, elle entrait dans un état d'attention aiguë qui n'était pas tout à fait de la panique, mais qui s'en approchait trop. Puis il bougea et elle relâcha le souffle qu'elle retenait. La douleur passa au bout de 20 minutes, peut-être 30. Le temps, la nuit, quand on a peur, a une élasticité perverse. Il s'étire, se plie et refuse de suivre un rythme normal.
Hazel resta allongée un moment après que la douleur fut passée, laissant le bruit de la pluie remplir la pièce. Il y avait quelque chose d'étrange à avoir peur et à n'avoir personne à qui le montrer. Ce n'était pas nouveau. Pendant des mois, elle avait vécu ainsi, avec ses peurs enfermées en elle, personne à qui les dire, personne de l'autre côté du lit pour entendre qu'elle avait peur, qu'elle se réveillait parfois le cœur battant en pensant à l'accouchement. Qui serait là? Personne n'avait été là jusqu'à 10 jours plus tôt. Elle pensa à Matthew dans la grange. Elle pensa à la pluie qui frappait le toit de la grange, plus bas et plus mince, et qui n'avait pas été réparée parce qu'il avait d'abord réparé la maison. Elle se demanda si la bâche qu'il avait tendue tenait l'eau. Ce n'était pas de l'inquiétude. Elle refusait de l'appeler ainsi. C'était juste une pensée fugitive. Au matin, la terre était trempée et rouge. La pluie s'était arrêtée avant l'aube, laissant dans l'air cette odeur particulière de terre mouillée, l'une des plus anciennes odeurs du monde. Hazel ouvrit la porte de derrière et resta sur le seuil. La cour semblait différente. La pluie avait lavé la poussière de tout. Les pierres brillaient et les feuilles des pacaniers étaient d'un vert plus vif. Les flaques reflétaient un ciel revenu à un bleu propre et clair. Matthew était déjà dehors, vérifiant les dégâts de la pluie. Il parcourait la cour à pas lents, regardant le sol, les clôtures, le toit, le paddock. Il avait une expression concentrée, comme s'il faisait l'inventaire de ce qu'il fallait faire. Quand il la vit à la porte, il s'arrêta. « Vous avez dormi ?» demanda-t-il. C'était la première fois qu'il lui posait une question sur elle, pas sur la maison, pas sur le travail, pas sur les vaches, mais sur elle. Hazel fut assez surprise pour hésiter. Plus ou moins. Dit-elle, la vérité, mais seulement la moitié. Il hocha la tête et regarda le toit de la maison. La tuile que j'ai posée a tenu. Pas de fuite? Pas de fuite. Bien. Et il retourna à sa liste. Hazel regarda son dos une seconde, puis rentra allumer le feu. Ce fut ce jour-là qu'elle découvrit qu'il savait faire le pain. Cela arriva par hasard. Elle avait laissé la farine sur le plan de travail de la cuisine la veille au soir, avec l'intention de faire des petits pains ce matin-là. Mais la mauvaise nuit avait tout retardé et quand elle arriva enfin dans la cuisine, elle était lente, le corps lourd. Puis Matthew était entré pour prendre de l'eau. Elle lui avait dit dès le début qu'il pouvait utiliser la cuisine pour l'eau sans demander. Il avait vu la farine, le sel et la levure naturelle qu'elle gardait dans un bocal en verre. Quand elle revint du poulailler, il y avait de la pâte qui reposait sous un torchon sur le plan de travail. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, regardant la pâte, puis lui. Il était assis dehors en train de boire de l'eau, le dos tourné vers elle. « C'est vous qui avez fait ça ?» demanda-t-elle depuis la porte. Il tourna la tête. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai vu que vous alliez le faire et vous aviez l'air fatigué. » Hazel regarda la pâte. Il y avait là quelque chose qu'elle ne savait pas trop comment recevoir. Ce n'était pas une intrusion. Il n'avait touché à rien de personnel. Il avait simplement fait quelque chose d'utile. Mais c'était la première fois depuis très longtemps que quelqu'un faisait quelque chose pour elle, non par obligation ou par échange, mais simplement parce qu'il avait remarqué. « Ça ne me dérange pas », dit-elle enfin. Le pain fut prêt en début d'après-midi. Elle le sortit du four et le laissa refroidir. Quand il fut prêt, elle coupa 2 épaisses tranches, les mit dans un bol avec un filet de miel et les apporta dehors. Matthew réparait la clôture que la pluie avait desserrée. Elle posa le bol sur le poteau en bois près de lui sans un mot et rentra. Quand elle regarda par la fenêtre 10 minutes plus tard, le bol était vide. Cet après-midi-là, Hazel ressentit des douleurs plus fortes et plus régulières et comprit que l'accouchement approchait. Matthew intervint discrètement, l'incitant à se reposer et lui offrant un soutien stable sans forcer. Cette nuit-là, alors qu'une vache entrait en travail, ils travaillèrent côte à côte en silence, faisant venir un veau au monde. L'expérience partagée créa un changement silencieux entre eux. La confiance s'approfondit, des routines se mirent en place, et de petits gestes comme le lait partagé et les portes ouvertes remplacèrent la distance. Peu à peu, leur cohabitation prudente s'adoucit en quelque chose de plus chaleureux, construit sur la présence plutôt que sur les mots. À mesure que la date prévue pour Hazel approchait, leurs conversations devinrent plus sincères. Elle admit sa peur d'être seule et mal préparée. Et Matthew, portant le deuil d'un enfant perdu, promit simplement qu'elle ne vivrait pas l'accouchement seule. Quand le travail commença enfin, il arriva soudainement et puissamment.
Matthew partit aussitôt chercher Abigail, et tous deux soutinrent Hazel pendant des heures de douleur intense. À son point de rupture, la présence silencieuse de Matthew, sa main sur la sienne, lui donna la force de continuer, et bientôt sa fille naquit. Hazel la nomma Clara. Et à cet instant, la peur céda la place à un amour et un soulagement écrasante. Dans les semaines qui suivirent la naissance de Clara, la vie ralentit en un rythme doux. Hazel s'occupait de son enfant, tandis que Matthew restait à proximité, aidant sans s'imposer. Leur lien s'approfondit à travers des actes silencieux. Son toucher délicat, la confiance d'Hazel, et le chagrin partagé quand il révéla la perte de son fils. Le carnet qu'il portait devint un symbole de mémoire et de guérison. Un matin, alors qu'il jouait une douce mélodie à la guitare, Hazel regarda Clara sourire pour la première fois, réalisant que quelque chose de fragile mais de réel avait pris racine entre eux. Un sentiment d'appartenance auquel ni l'un ni l'autre ne s'était attendu. Avec le temps, Hazel comprit que la vie ne se construit pas sur de grands moments, mais sur de petits actes constants de présence. Elle vit que l'amour et la famille ne se définissent pas par la perfection ou le sang, mais par ceux qui restent dans l'adversité. La loyauté silencieuse de Matthew et sa propre résilience formèrent un nouveau genre de foyer, ancré dans l'épreuve partagée, la profonde gentillesse et la confiance. Dans le vaste vide qui les entourait, ils trouvèrent la paix dans le simple fait de rester, prouvant que même les vies brisées peuvent se rejoindre pour créer quelque chose de complet, de stable et profondément humain.